Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre magazine Top 243 News diffusé sur Entrepreneuriat TV. Pour ce vendredi 13 novembre 2020, nous sommes plus précisément à l'Assemblée nationale pour ce nouveau numéro dans le cadre de votre magazine Top 243 News pour spécial budget qui sera déposé pour l'exercice 2021 par le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilukamba, suivant à la Chambre basse du Parlement. Dans la procédure prévue à l'article 148 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. À cet effet, le premier orateur à prendre la parole sera Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement. Après son exposé, il s'ensuivra le débat par les interventions des honorables députés. À l'issue des interventions, la parole sera à nouveau accordée à son Excellence le Premier ministre pour adresser les préoccupations des honorables députés. Chers collègues, à présent, j'invite Monsieur le Premier ministre, Sylvestre Ilunga Ilukamba, chef du gouvernement, à prendre la parole pour nous présenter l'économie qui a présidé à l'élaboration du projet de loi soumis à notre examen. Monsieur le Premier ministre, vous avez la parole. J'invite tous les honorables députés à suivre dans la sérénité, s'il vous plaît, de tous les... Honorable Présidente de l'Assemblée nationale, j'ai l'insigne honneur de venir ce jour présenter aux élus du peuple que vous êtes le remerciement du gouvernement de la République que je dirige pour l'opportunité qui m'est offerte de soumettre à l'approbation et au vote de votre auguste Assemblée le projet de loi de finances de l'exercice 2020, conformément aux dispositions de l'article 126 de la Constitution et de l'article 83 de la loi relative aux finances publiques. De prime abord, permettez-moi de solliciter votre indulgence pour le dépôt tardif de ce projet de loi qui devait intervenir le 15 septembre, tel que prescrit par la Constitution. Ce retard est imputable à deux contraintes. Premièrement, il a fallu préparer et soumettre à l'approbation de la représentation nationale le projet de loi de finances rectificative de l'exercice 2020 à la suite de l'incidence négative exercée par la pandémie à Covid-19 sur le niveau de réalisation de recettes. Deuxièmement, le gouvernement a mené jusqu'en octobre des discussions avec le Fonds monétaire international dans la perspective de la conclusion d'un programme économique triennal 2021-2023. Mon intervention de ce jour s'articule autour de 4 points. Je commencerai d'abord par épingler les faits marquants de l'environnement économique récent, tant au niveau international que national, assorti des perspectives pour l'année 2021. Au deuxième point, je vais rappeler de façon succincte la situation de l'exécution de la loi des finances à fin juin 2020, qui a justifié les projections à fin décembre 2020 contenues dans la loi des finances rectificative déjà mise à votre disposition. Les données de réalisation à fin août 2020 étant maintenant connues, elles seront aussi évoquées plus loin. J'aborderai en troisième lieu les grands axes du cadre budgétaire à moyen terme qui définit la trajectoire des finances publiques pour la période 2021 à 2023, ainsi que les priorités déclinées dans le programme multisectoriel
d'urgence d'atténuation des impacts de la COVID-19. Enfin, en quatrième lieu, je vais décliner les grandes lignes du projet de budget 2021. S'agissant de l'environnement économique international au cours de cette année 2020, celui-ci reste globalement marqué par l'incidence négative de la pandémie de COVID-19, à telle enseigne que le taux de croissance du produit intérieur brut mondial devrait se situer à moins 4,9%. Le recul de l'activité économique serait de l'ordre de moins 3% dans les pays émergents et moins 3,2% en Afrique sud-saharienne. En termes de perspectives, les estimations du Fonds monétaire international font état d'un possible relèvement de l'activité économique mondiale à un taux de 5,4% en 2021, dans l'hypothèse d'une hausse progressive de la consommation et de l'investissement sous l'effet des réponses adéquates et concertées des gouvernements pour la maîtrise de la pandémie COVID-19. La croissance des pays avancés est projetée à 4,8% en 2021, celle des pays émergents à 5,9% et celle des pays en développement à 3%. L'Afrique subsaharienne en particulier pourrait atteindre un taux de croissance de 3,4% en 2021. Sur le plan national, les experts projettent un taux de croissance de 3,2% en 2021, tributaire principalement du relèvement de la production minière consécutive à une bonne évolution des cours des matières premières. Le taux d'inflation estimé à 21,5% à fin 2020 est projeté à 8,8% fin 2021. Pour y arriver, le gouvernement compte poursuivre la mise en œuvre des mesures de stabilisation du cadre macroéconomique, arrêtées notamment dans le pacte de stabilité signé en août 2020 entre le ministère du Budget et des Finances et la Banque centrale du Congo. La stabilité du taux d'échange constatée actuellement suite à la mise en œuvre des mesures sus-évoquées devrait se poursuivre jusqu'en 2021, où le taux fin période est projeté à 2013,4 francs congolais le dollar. Les plus importantes de ces mesures concernent notamment le faible recours au financement monétaire du déficit du Trésor grâce à l'appui budgétaire du Fonds monétaire international et de la Banque africaine de développement, l'amélioration de l'offre de devises découlant de l'augmentation attendue des recettes en devises provenant principalement des exportations de miniers. Afin de relever le niveau de réserve internationale qui représente actuellement 2 semaines d'importation, votre gouvernement entend poursuivre le partenariat avec le Fonds monétaire international en vue d'obtenir un soutien à la balance de paiement. Honorable Présidente, honorables députés, élus légitimes du peuple congolais, concernant l'exécution de la loi des finances de l'exercice 2020, je ne voudrais pas revenir ici sur la situation
du premier semestre, décrite en long et en large lors de la présentation devant votre auguste Assemblée du projet de loi des finances rectificative de l'année en cours. Pour rappel, l'exécution du budget à fin juin 2020 renseigne globalement un niveau de dépenses effectué à hauteur de 4 804,5 milliards de francs congolais contre une réalisation des recettes de 5 588,5 milliards de francs congolais. La situation à fin août 2020, dont la synthèse est reprise en annexe du document numéro 2 qui vous a été distribué, renseigne que les recettes ont été réalisées comme suit. Budget général, 5 668 milliards de dollars de francs congolais, soit un taux de réalisation de 49,4%. Le budget annexe, 140,3 milliards de francs congolais, soit un taux de réalisation de 68,9%. Comptes spéciaux, 491,4 milliards de francs congolais, soit un taux de réalisation de 72,7%. Les recettes du budget général réalisées au cours de la période sous revue comprennent les recettes internes de 4 142,1 milliards de francs congolais et les recettes extérieures de 1 525,9 milliards de francs congolais. Les recettes internes sont constituées de recettes courantes réalisées à hauteur de 4 082,2 milliards de francs congolais et les recettes exceptionnelles enregistrées à concurrence de 59,9 milliards de francs congolais. La ventilation des recettes courantes mobilisées à fin août 2020 se présente comme suit. Recettes des douanes et assises, 1 203,3 milliards de francs congolais, enregistrant un taux de réalisation de 39,5%. Recettes des impôts, 2001,9 milliards de francs congolais, indiquant un taux de réalisation de 49,1%. Recettes non fiscales, 768,6 milliards de francs congolais, dégageant un taux de réalisation de 45,2%. Les recettes des produits pétroliers producteurs, 108,4 milliards de francs congolais, soit un taux de réalisation de 36,8%. Les recettes extérieures réalisées au cours de la période sont constituées, quant à elles, de recettes d'appui budgétaire de l'ordre de 431,9 milliards de francs congolais, soit un taux de réalisation de 76,8%. Les recettes de financement des investissements d'un import de 1094 milliards de francs congolais, traduisant un taux de réalisation de 69,7%. Ces investissements comprennent les dons projets de l'ordre de 879 milliards de francs congolais et les emprunts projets chiffrés à 215 milliards de francs congolais. Pour ce qui est des dépenses, leur exécution en grande ligne au titre du budget général se situe à 5 949,2 milliards de francs congolais, soit un taux de réalisation de 51,8%. L'exécution de budgets annexes et des comptes spéciaux s'est effectuée en équilibre
avec le niveau de réalisation de leurs recettes correspondance. Les grandes masses des dépenses du budget général effectuées à fin août se déclinent comme suit. Dette publique et frais financiers, 423,5 milliards de francs congolais, renseignant un taux d'exécution de 78,9, rémunération 3121,7 milliards de francs congolais, dégageant un taux d'exécution de 93,1%, biens matériels et prestations, 783,7 milliards de francs congolais, affichant un taux d'exécution de 53,2%, transferts et subventions, 417,4 milliards de francs congolais, indiquant un taux d'exécution de 26,1%, dépenses d'investissement, 1173,8 milliards de francs congolais. Suivez les réactions de quelques députés nationaux dans ces reportages. Merci, honorable président de l'Assemblée nationale. Honorable président de l'Assemblée nationale, honorable membres du bureau, honorable député et chers collègues, j'interviens ici par motion d'ordre. Chers collègues, nous ne venons pas ici pour nous blaguer, mais nous nous sommes réunis aujourd'hui pour parler du budget de la République du Congo. Cette gymnastique qui vient une fois au cours d'une année. Alors, je viens ici pour déplorer ça parce qu'il y a dans le règlement intérieur les motions ou questions pour lesquelles on doit intervenir avec la répartition des temps selon les groupes parlementaires. Si vous prenez notre article 167 de notre règlement intérieur, il y a des matières qui sont bien définies là-bas. Mais pour des cas pareils, pour la détention du budget, je pense, madame, on ne doit pas limiter les temps de parole pour les députés. Surtout que notre plénière de session a été convoqué à 19h, il est maintenant 17h, et on va débattre du budget pendant une demi-journée ou presque 3 heures. Tout notre siège, le budget de l'État est débattu secteur par secteur. Ça peut prendre 2 semaines, ça peut prendre même 3 semaines. Alors, ici, madame, laissez-nous le temps de parler parce que ça sera une seule fois, ça va plus encore revenir. Notre Premier ministre, ça m'a toujours étonné avec son âge. Il se met ici debout pendant 30 minutes, il ne se fatigue pas. Ce n'est pas à nous, musiciens, que nous allons nous fatiguer. Laissez-nous le temps de parler aujourd'hui. S'il faut aller jusqu'au petit matin, nous allons aller au petit matin. Voilà ce que j'avais à dire comme monsieur Mort. Donc, je demande le temps que le temps de parole nous soit accordé à tous les députés qui viennent parler aujourd'hui. Tenir la motion qui a été soulevée par notre collègue ici. Madame la Présidente, pour votre gouvernement, pour nous qui avions fait le syndicat, il y a plusieurs syndicats ici. Oui. Et c'est pourquoi son Excellence, Monsieur le Ministre, qui a été employeur dans une des plus grandes entreprises de la place. Si dans le syndicat, dans les petites entreprises et dans les entreprises de la région du Congo, si on parvient à travailler sur le budget de l'entreprise,
tenir des réunions qui concernent les entreprises. Il arrive parfois qu'on fasse une semaine, 2 semaines à traiter de points très pertinents comme celui-ci. Madame, je crois que le point il a soutenir nous obliger à travailler précisément, nous donner 2 minutes sur une matière qui est trop pertinente. Nous trouvons que c'est comme si on faisait de la blague. Je crois que nous pouvons retenir 2 ou 3 jours de travail, et dans les 2 ou 3 jours de travail, nous ne serons pas obligés de terminer tardivement. Vous pouvez interrompre les travaux, peut-être 19h ou 20h, et le lendemain, nous revenons. Madame, il s'agit du budget, et il y a plusieurs problèmes, sinon, c'est de la blague que nous venons faire, madame. J'ai dit, Merci, honorable président, pour la parole. Honorable président, je ne voudrais pas ici qu'on donne l'impression que c'est lors du débat général que nous travaillons dans le fond du dossier et de l'examen de ce projet de budget. Honorable président, tout ce que nous disons ici, nous retraçons les grandes lignes. Le travail technique, c'est fait au niveau de la commission. Tout à fait. C'est au niveau de la commission technique qu'on entre dans les fonds qu'on examine. Mais ce que nous faisons ici, pourquoi on peut parler, même si on parle pendant 3 semaines, au bout de ces 3 semaines, le travail est en commission mûre. Ça va finir par là. Tu as raison. Honorable président, si vous pourriez juste me protéger, rappeler à mes collègues qui interviennent que je suis imperturbable. Vous êtes protégé. Honorable président, le vrai travail ne se fait pas ici en plénière. Le travail de fond se fait en commission. Souvent, les gens pensent que nous ne travaillons pas. Quand ils voient qu'il n'y a rien qui se passe en plénière, il n'y a rien qui passe à la télévision, on croit que le député ne travaille pas. Mais le travail du député, ce n'est pas seulement dans la salle ici. C'est surtout au niveau de la commission. C'est au niveau de la commission qu'on apporte des arguments. Ça, je vais applaudir. Et n'oublions pas aussi une chose. On va parler pendant 2 semaines. Qui ne sait pas qu'après ici, le travail doit encore aller au Sénat, qui doit aussi examiner. Aujourd'hui, simplement à dire, c'est que le collègue font, c'est de la diversion politique. Et nous n'allons pas nous laisser prendre à ces jeux. C'est le droit d'un député, quel qu'il soit, de présenter une motion d'ordre et suivant les procédures, nous l'examinons, nous la mettons en droit. On vous en prie. Les collègues savent très bien, et ce qu'ils sont en train de dire, dans cette chambre, nous avons toujours examiné tous les budgets de cette manière. Il y a toujours eu le débat général, on a toujours envoyé le débat, les dossiers en commission, et en commission, nous l'examinons dans le fond, et dans le fond, nous apportons des remarques, et ces dossiers reviennent ici au niveau de la plénière. Et si vous n'avez pas le temps d'aller en commission, comme souvent vous séchez les commissions, vous n'aurez qu'à vous prendre vous-même. Allez en commission travailler, on fait souvent les commissions, on préfère venir ici puisqu'il y a la télévision, on envoie faire des carburants dans sa circonscription, on va dire oui, les gens ont vu, vous devenez populaire. Le travail d'un député, c'est pas le populisme, c'est le travail technique au niveau de la commission, c'est les apports au niveau de la commission, pas les spectacles ici au niveau de la plénière. Honorable président, la présidente de l'Assemblée nationale, pour cette parole nous accordée. Sauf erreur de ma part, la présente session s'appelle session budgétaire. La matière principale à traiter ici, c'est le budget. Mais quand vous dites que tout mon groupe parlementaire local n'a que 13 minutes pour la matière pour laquelle on a convoqué la session, est-ce qu'on respecte le peuple? En réalité, lorsqu'on ne respecte pas le peuple, on ne respecte pas les représentants du peuple.
Mais vous on veut bien les appeler ou pas. Donc, nous souhaitons, par respect au peuple que nous représentons, par respect au peuple que nous représentons, s'il vous plaît, par respect au peuple qui nous a élus, et même à notre gouvernement, nous ne devons pas traiter le budget à la hâte. Si on ne finit pas aujourd'hui, on peut prendre 2 ou 3 jours. On aura. Merci, honorable présidente. J'ai bien suivi les interventions des uns et des autres. Et là, je félicite les collègues qui ont pris la parole par M. Odor. Honorable président, nous sommes érigés par notre règlement intérieur. Et dans ces règlements intérieurs, parmi les organes, on parle de l'Assemblée plénière, la conférence des présidents. Je me limite là. La conférence des présidents est représentée par l'ensemble des 500 députés. S'il y a me contredire, vous allez me contredire. Honorable président, quand le rapporteur nous a donné la liste, la répartition des ministres, il n'y a aucun groupe qui a eu 2 minutes ou 3 minutes. Si j'ai bien suivi, qu'est-ce que cela veut dire? Je cite les cas de mon parti. Le PPRD, les grands partis, c'est-à-dire nous avons 13 minutes. Nous avons 13 minutes. C'est à nous de nous organiser. Si nous alignons des intervenants ou un seul intervenant, il peut consommer le 13 minutes. C'est-à-dire, nos idées, nous avons déjà travaillé dans notre groupe parlementaire. Si les députés ne travaillent pas dans leur groupe parlementaire, ce n'est pas ici qu'on va faire le syndicalisme. Deuxième argument, moi, le président. J'ai suivi ici, non, la session est budgétaire, voilà, il faut faire 1 mois, 2 mois. Ce n'est pas le nombre de jours qui compte. On peut estimer les idées, même dans 2-3 minutes, l'essentiel. J'ai suivi ici la commission, il y a moins de 100 députés. Oui, celui qui a dit n'a pas le règlement intérieur. Parce que dans notre règlement intérieur, on dit tout député. J'ai dit bien, même si la commission est 80 députés, 60, mais dans ce règlement ici, on dit tout député a le droit de participer aux travaux. Ce qui veut dire quoi, moi, le président? C'est que vous n'êtes pas, je crois que l'honorable Naoué a tout vidé, le travail, le fond du travail, c'est au niveau de la commission, pas ici. Là, c'est tout le monde. C'est au niveau de la commission. Ça, c'est raisonnable, cher. Chers collègues, on n'a pas assez de temps. La République n'a pas de moyens pour créer une session extraordinaire. Nous voulons terminer aujourd'hui et nous allons débattre aujourd'hui. L'année passée, c'est la même procédure qui avait été suivie, mais à chaque nouveau contexte, il n'est pas interdit que les collègues essayent d'enrichir en se basant sur le règlement intérieur et en proposant à la plénière les différentes options ou modalités qui s'imposent. Alors, par souci de pédagogie, l'article 78 précise ce qu'est une motion d'ordre et l'honorable voulait nous apporter cette motion d'ordre. L'article 79 nous dit que la motion en priorité sur la question principale, elle suspend donc la discussion, c'est le cas actuellement, et après 2 pour et 2 contre, la motion est mise au voie.
Et donc, nous allons demander qu'on approuve la proposition de l'honorable Dengo ou qu'on la rejette. Alors, la proposition de l'honorable Dengo vise à dire, même si c'est le même temps de parole que l'année passée, il aurait souhaité que nous ayons un temps de parole plus long. Alors, il y a eu 2 pour qui l'ont appuyé et il y a eu 2 contre. Et maintenant, je vais demander à la plénière qui est suprême de se prononcer en disant ce n'est pas l'arbitraire, c'est l'article 79 de notre règlement intérieur. C'est l'article 79 de notre règlement intérieur. Alors, je me réfère à l'article 79 pour les vues en droit. Ce n'est pas moi qui ai fait le règlement intérieur. Et donc la motion est mise au voix. Je vais demander à ce honorable Colonel Dengo, c'est-à-dire d'augmenter le temps de parole. Merci. Et qui sont contre la proposition de l'honorable Dengo. À 20h, encore, vous avez des droits humains, un ministère technique avec du personnel à Kinshasa, dans des divisions de direction et partout, et les autres nationales. Les CNDH, 7 milliards, presque, vous savez, presque égalé de ces ministères de droits humains. Avec quel personnel? Vous avez les CESAC, 7 milliards 600 et quelques millions. Et les CESAC. Les CESAC, c'est une institution culturelle qui est presque finie. Parce que nous avons des collègues ici, des députés qui sont membres de cette classe. Mais cette histoire de c'est un peu de savoir. Alors comment ça doit continuer à bouffer de l'argent de l'État alors que dans les ministères, il y a des ministères où les agents, où les cadres font des primes de 6 000 francs congolais, des primes de 20 000 francs congolais. Mais si vous prenez ce montant ici, vous divisez pour le personnel qui se présente ça, au CESAC, et parfois ce sont des gens qui sont là en train de l'argent, presque ce n'est pas, ce sont des institutions d'appui, qui viennent appuyer. Et quand on vient en appui, il faut quand même que les principales soient quand même bien rémunérés par la députés, très chers collègues. Je voudrais ici saluer la hauteur prise par notre gouvernement pour avoir accepté de se soumettre à cette gymnastique constitutionnelle pour finir. Excellence, maintenant, 60 ans d'indépendance de notre pays, votre gouvernement, à travers le Conseil des ministres, a voté unanimement la résolution d'opérationnaliser la ville de Lumumba dans la province du Centre et dans les Katakou. Voudriez-vous rassurer à la population congolaise que dans le cadre de ces budgets, la construction de ces travaux. Je vais faire comme les collègues qui m'ont précédé, en félicitant le Premier ministre pour sa présentation ainsi que l'ensemble des membres du gouvernement qui l'accompagnent. Honorable Président, je vais être trop bref parce que je vais plaider pour que le reste des montants qu'on accorde aux collègues Ndombasi qui tient absolument à parler. Honorable Président, pardon, j'ai analysé le projet de budget présenté par le gouvernement à travers le Premier ministre. Il ressort de cet examen un certain nombre d'observations. La première, je n'ai pas senti l'insistance ou les mesures du gouvernement
pour ce qui concerne les disciplines budgétaires qui caractérisent l'exécution de nos budgets. Nous en avons parlé lorsqu'on a examiné le projet de loi portant l'édition des comptes. J'aurais voulu que le Premier ministre insiste pour le budget 2021 si l'orthodoxie dans l'exécution des dépenses au niveau du budget. Deuxième observation, c'est du côté des réformes. J'ai entendu le Premier ministre dire que l'espoir, que le gouvernement prend son espoir pour la relance économique, principalement sur l'amélioration des coûts des produits. Mais cette façon de faire a montré sérieux, puisque nous comptons notre budget toujours sur des mines. La conséquence, on est que nous faisons des surplaces. Alors, je voudrais demander au Premier ministre pourquoi hésite-t-il d'engager courageusement des réformes agricoles? Parce que c'est le secteur prometteur, c'est le secteur qui, associé aux mines et à d'autres secteurs, peut générer des ressources importantes pour résoudre le problème de pauvreté. Et puisque nous parlons de pauvreté, la question des fonds de contrepartie, ça fait 2 exercices que le gouvernement n'arrive pas à mobiliser des fonds de contrepartie pour essayer de booster des recettes extérieures. Et c'est ce qui fait que les réalisations qui devaient se faire, surtout dans le domaine social, dans le domaine de la santé et de l'éducation, traînent le pas. Je voudrais que le Premier ministre et son gouvernement fassent un effort cette fois-ci pour mobiliser les fonds de contrepartie. Et enfin, honorable président, la question des infrastructures. L'honorable Mbanda qui m'a précédé a parlé de certaines routes qui étaient prévues dans le budget en cours. Et ces fonds n'ont jamais été débloqués. Mais j'aimerais insister sur le fait que dans l'actuel budget sous discussion, on a carrément enlevé ces lignes, notamment la ligne RL6, axe Akula, Lissala, Bunduki. Mais cette fois-ci, dans ce budget ici, on a carrément enlevé ça. Je voudrais que, tout comme l'acte Boussinga Lissala, je voudrais que le Premier ministre nous dise pourquoi, non seulement ils n'ont pas mobilisé des fonds pour les budgets, mais cette fois-ci, ils les ont carrément enlevés. Merci, honorable président. J'insiste sur le fait que j'ai laissé mes 2 minutes à l'honorable Mbongassi, que je souhaite que vous puissiez lui accorder. La présidente de la commission de défense a fait plus de 6 minutes. Je demanderai à ce que vous puissiez m'accorder 4 minutes seulement. Je ne serai pas trop long. Merci d'avance, madame la présidente. Je serai très bref. Madame la présidente, j'avais plusieurs préoccupations, mais je vais les résumer en 2 ou 3 préoccupations. La première préoccupation concerne l'enseignement. Et là, j'aimerais poser la question au chef du gouvernement, monsieur le Premier ministre. Nous formons, nous payons des frais pour nos enfants, nous assistons à l'éducation, mais pour quelle fin? Quelle est la politique que vous pouvez nous proposer pour que nous puissions accéder à un enseignement utile? Parce que s'il n'y a pas d'enseignement utile, cela veut dire que nous contribuons à la formation de couloirs intellectuels. J'ai déjà dit que vous avez plus qu'il faudra qu'à chaque fin de la formation,
que nous puissions consommer les enfants qui terminent nos études. Parce que nos assistants d'éducation, en fin de compte, on fait remplacer les chômeurs. Dans les ministères, on retrouve ceux qui sont embauchés, les enfants des ministères, des belles-sœurs, des cousines. Mais qu'est-ce qu'on en fait des autres enfants qui n'ont pas de cousins, des frères députés, des frères ministres? Je crois que vous m'avez saisi sur ce point-là. Deuxième préoccupation, Madame la Présidente, je vais demander au Premier ministre d'aller nous refaire encore le travail. Nous voyons le document 5. Document 5, c'est simple de l'analyser pour moi. On parle de la rémunération. Mais je ne sais pas si c'est sur base de quelle rubrique, de quelle référence on a pu nous calculer les salaires de la rémunération qui est ici. Là, je ne sais pas ce qui est caché dans ce tableau, puisqu'il y a un manque d'effectifs, que ce soit dans n'importe quel ministère, dans plusieurs ministères. Il y a des ministères chargés des relations avec les partis politiques. Là, il n'y a même pas de rémunération. Je ne sais pas comment est-ce que les travailleurs des agences seront payés cette année. Vous avez oublié de marquer la rémunération. Il n'y a rien qui est prévu. Mais quand aux autres rubriques, que ce soit la fonction publique, que ce soit dans n'importe quel ministère, on donne seulement le montant de ce qui sera payé, mais à quel effectif? C'est fait expressement pour cacher les agents fictifs ou quoi? J'aimerais avoir une précision sur ce point-là. Désormais, prochainement, si ça vient sans effectif, en tout cas, ça sera rejeté, bien que je serai peut-être minoritaire, mais je crois que ma motion passera. Merci, merci, merci. Dans le secteur des transports, Congo Airways, Monsieur le Premier ministre, qu'on arrête à partir de demain la circulation de ces avions. C'est dans un état crasseux. Mettez des moyens pour refaire nos avions congolais. C'est trop ça. Toujours dans le secteur du transport, vous avez parlé d'une réserve d'assistance sociale, la SNCC. Là, je prends la SNCC qui n'a pas été reprise. Veuillez mettre un moyen d'assistance sociale SNCC pour mettre les travailleurs, là, les pensionnés que vous avez laissés, qui doivent aller à la retraite. Je crois que vous connaissez des nombres pour qu'ils partent. Merci, madame, de m'avoir recadré. La GECAMINE. La GECAMINE, il y a aussi un effectif des hôpitaux des agents qui sont venus à la retraite il y a plusieurs années, mais qui ne sont jamais. Si vous pouvez mettre aussi un peu de moyens. Vous avez parlé de la réhabilitation des pistes d'avion dans le milieu ruraux. Nous aimerions avoir le nombre exact de ces pistes que vous envisagez de réhabiliter. Madame, je m'arrête par ici, mais avec de la volonté, puisque j'avais beaucoup de choses à parler. Distingués membres du bureau, honorables députés, estimés collègues. J'interviens dans ce débat sur l'examen du projet de loi des finances au nom de mon groupe parlementaire Action Alternative pour le bien-être et le changement APATRI, au fin d'apporter notre contribution allant dans le sens de l'améliorer pour le bien de nos populations. D'entrée de jeu, nous aimerions féliciter le gouvernement qui, dans le cadre d'un réalisme politique, a pris en compte les contextes socio-économiques mondial et national pour nous proposer un projet de loi des finances 2021 avec des prévisions plus ou moins réalistes. Après des analyses techniques sur diverses articulations du projet des lois sous examen, nous avons relevé des observations et fait des commentaires ci-après. Sur le plan de prévision de recettes, nous avons noté qu'au chapitre de prévision de recettes des comptes spéciaux, des provisions pour le fonds minier pour les générations futures promis ont été fixées à 60,9 milliards. Mais nous aimerions
savoir quel service de l'État gère ces fonds. Au niveau des dépenses, nous conseillons que le gouvernement fasse des efforts pour respecter les dispositions de la ROFIP s'agissant de l'orthodoxie dans l'exécution des dépenses pour éviter les dérapages budgétaires constatés à l'occasion de l'examen récent de la loi de révision des comptes 2019. Par ailleurs, au chapitre de prévision dédié à la défense nationale, nous avons noté que les prévisions consacrées au fonctionnement sont parties d'une année à une autre et 235 milliards pour 2020 à 125 milliards pour 2021. Quant aux investissements sur ressources propres, ils ont été rabattus de 40 milliards à 17 milliards. Sans méconnaître la réalité des prévisions de recettes qui ont sensiblement baissé, nous souhaitons néanmoins rappeler au gouvernement que la défense est la première raison d'être de l'État, selon le général Charles de Gaulle. S'agissant du social, du militaire et du policier, fer de lance de l'indépendance et de la souveraineté de notre patrie, nous notons que le gouvernement a manifesté ses bonnes intentions à travers sa prévision d'améliorer leurs conditions de vie et de vie. Cependant, nous invitons le gouvernement à plus de transparence et de réalisme dans l'exécution de ces prévisions dans l'intérêt, bien entendu, de nos compatriotes qui ont choisi de servir sous les drapeaux et de leurs dépendants. Dans la même optique, nous saluons l'effort du gouvernement dans la prise en compte des recommandations formulées en son temps par la Commission Défense et Sécurité de notre Chambre, notamment la création de 2 chapitres budgétaires destinés au corps pour la protection des parcs nationaux et ressources naturelles à Martinique, et celui dédié au Collège des hautes études et des stratégies de défense. Des fils en aiguille, je ne saurais terminer mon propos sans évoquer 2 questions. Je vais chuter, Madame la Présidente. Je ne saurais terminer mon propos sans évoquer 2 questions qui taraudent mon esprit. La première, Excellence, Monsieur le Premier ministre, voudriez-vous nous édifier sur les dispositions prises par le gouvernement, y compris dans la loi de finances 2021, pour mener des actions fortes susceptibles de ramener définitivement la paix, l'ordre et la sécurité à l'est du pays d'une manière générale, et particulièrement dans les territoires où le gouvernement peine à imposer son autorité. La deuxième et la dernière. Étant donné que le gouvernement gouverne ce pays, quelles sont les dispositions prises par votre gouvernement en vue des préparatifs des élections 2023, élections que nous souhaitons, en tout cas, générales et anticipées? Je suis l'honorable président. Excellence, Monsieur le Premier ministre, après avoir scruté le projet de loi finance 2021, je me permets de relever quelques points. Le premier constat, c'est qu'en lisant l'investissement, presque dans chaque ministère, nous avons constaté que vous avez alloué plus ou moins 45% dans les dépenses et rémunérations. Voilà pourquoi mon regroupement ADRP propose que les dépenses de fonctionnement soient réduites tout au plus à 25%, car suivant les rythmes que vous avez amenés dans ce projet, nous pensons que c'est la nation qui est réellement satisfaite. Deuxième constat, certes, pour nous ADRP, ce budget est vraiment minable. Pourquoi? Parce que pour 80 millions d'habitants, un Congo riche par son sous-sol, riche par son sol, riche de par sa faune, riche de par aussi son niveau de vie, nous pensons que nous pourrions faire mieux. Mais, suivant votre synthèse, nous avions noté une chose, c'est que vous avez amené un budget réaliste. C'est ce qui est très important.
réalistes, oui, mais qui sont aussi alloués réellement pour l'intérêt de l'État. Voilà pourquoi l'ADRP lutte à ce que les dépenses et rémunérations soient normalement réduites, afin qu'on puisse allouer des fonds essentiels dans l'investissement afin de le peuple gérer. Deux questions qui seront posées pour le ministre. Savez-vous combien touchent les aviseurs de douane quand il y a pénalité? Là, je me réfère à la loi sur les douanes, l'article 390, qui autorise à tout aviseur, en cas de paiement de pénalité, de toucher 60. Je ferai des calculs $1 million de pénalité et un monsieur, parce qu'il est aviseur, il retient $600 000 et l'État congolais retient 400 000. Voilà pourquoi je parle de la réforme. Et la réforme ici, certes, dans le secteur de la réforme fiscale, mais je pense que nous devons passer des réformes en réforme dans tous les secteurs. Là, c'était juste un exemple par rapport à la réforme fiscale. Je vais appeler tout en parlant de Kipouchi, mon territoire, honorable président. J'ai constaté que Kipouchi n'a pas bénéficié de votre attention. J'ouvre la parenthèse et je veux vite. À Kipouchi, nous avons une société qu'on appelle Kiko, qui va bientôt commencer à produire. Voilà pourquoi nous sollicitons. Suivant votre magie, pour que les sages, vous qui gérez bien vos problèmes à la base, suivant les rapports des vacances parlementaires que nous avons, nous pensons qu'il est impérieux de moderniser la frontière de Kipouchi, car la Zambie, étant informée de cet investissement, de cette production qui va bientôt commencer, est en train déjà de réhabiliter la route Solwezi-Kipouchi. Et comme je l'ai dit, c'est comme je l'ai dit là dans mon speech, c'est que j'avais deux constats et deux questions, bref aussi un conseil. Les deux constats, c'est que j'ai constaté que dans la loi de finances 2021, le ministre a alloué plus ou moins 45% dans les dépenses et rémunérations. Et mon groupe parlementaire et moi-même, nous avions trouvé que c'était incorrect et qu'il fallait aller à plus ou moins maximum 25%. Et je crois qu'il nous a entendus. Deuxième constat, c'est qu'on a vu qu'il a alloué un fonds très négligeable à la recherche scientifique et nouvelles technologies. Et comme vous savez, aujourd'hui, ce ministère-là, il est important pour nous par rapport à la crise sanitaire que nous traversons, par rapport à l'actualité actuelle. Donc nous pensions qu'il était important pour que ce ministère bénéficie quand même d'un fonds important pour nous permettre aussi de faire face à toute cette crise sanitaire qui est à la porte. Et les deux questions pour moi, c'était d'abord la première question, je voulais savoir pourquoi le Premier ministre accepte toujours d'appliquer la loi sur les douanes ou à l'article 390 où la loi oblige et permet à ce que les aviseurs de douane puissent retenir 40-60% sur les pénalités douanières. Donc nous pensons que c'est une loi incorrecte parce qu'on ne peut pas accepter aux individus de gagner plus que l'État. Et la deuxième question, pour finir, c'était la question de savoir comment allait-il faire avec la même ressource humaine, avec le même personnel, avec le même mécanisme, avec le même, pour ne pas dire le même système. Et là, je parle même des frontières poreuses que nous avons, qui ne sont pas réellement rentables. Comment va-t-il arriver à nous faire ce budget qui est certes réaliste, mais il doit quand même nous montrer des pistes qu'il utilisera pour savoir si réellement il va arriver aux assignations. Et le conseil que j'ai donné, c'est celui de dire au Premier ministre qu'il était temps qu'il puisse être entouré de bons et meilleurs collaborateurs. C'était important d'avoir des personnes technocrates et non des politiciens autour de lui parce que maintenant l'heure est grave, la population ne tolère plus, la population n'acceptera plus nous voir rouler carrosse et elle souffrir. Certes qu'elle est aussi ce que nous appelons, ce sont nos électeurs et nous pensons qu'aujourd'hui tout doit leur revenir et que nous devons travailler pour ça. Par rapport à Kipouchi, comme je l'ai dit, c'était une demande phare, c'est qu'on doit réhabiliter le poste frontalier de Kipouchi. Vous savez que bientôt il y a une société minière du coin qui va commencer la production et nous voulons être présents
au moment de cette production pour nous permettre de générer des fonds au niveau du territoire. Déjà la Zambie, là je vous informe, déjà la Zambie étant informée que cette société va bientôt produire, la Zambie est en train de réhabiliter sa route, Solwezi vers Kipushi. Et nous pensons qu'il est aussi important que l'État congolais aussi puisse aussi se préparer afin d'être présent au moment de ces flux. Bon, nous pensons que le budget que nous avions à l'exercice passé était trop ambitieux. C'est normal pour tout humain. Mais ce budget ici, il est modeste et réaliste. C'est ce qui est important. Aujourd'hui, évoluons dans ce qui est réel. Ce budget est pour moi un budget congolais, mais à la population de comprendre que nous devons faire mieux. Et faire mieux, ce sont les trois acteurs. L'État congolais qui doit lutter pour la maximisation des recettes, les législateurs et l'Assemblée nationale qui doivent lutter pour le contrôle, et trois, la population qui doit normalement nous accompagner dans le paiement des taxes et impôts. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas avoir une population qui ne fait que saboter, qui ne fait que boycotter, et au finish, l'État en aura besoin d'argent, et si l'État n'a pas besoin d'argent, c'est la population qui en souffrira. Oui, c'est comme vous le savez, nous sommes dans une session budgétaire qui a commencé depuis le 15 septembre. Quand même que le budget nous est arrivé ici en retard, et il y a des raisons qu'on a évoquées, donc la Covid et tout, raison pour laquelle nous sommes aujourd'hui pour débattre du budget 2021. J'ai pris la parole 2 fois. Mon première intervention, c'était une motion d'ordre où j'étais en train de fustiger le fait que les budgets, nous les parlons une fois l'an. Alors on ne peut pas venir ici parler du budget en une demi-journée, même pas une demi-journée. Vous voyez que la plénière a commencé très tard, et quand on doit s'arrêter quelque part, ce n'est pas normal. Raison pour laquelle j'avais demandé à ce qu'on puisse nous donner tout le temps. Parce que dans le règlement intérieur, il y a des matchs sur lesquels on doit intervenir par groupe parlementaire. On vous donne la parole, inscrivez le nom, 2-3 personnes interviennent. Mais il y a aussi des notions sur lesquelles on ne peut pas intervenir au lieu de parler. Par exemple, le cas du budget ici. Donc tout député qui aimerait avoir la parole, on doit le lui accorder parce qu'il doit parler pour sa situation électorale. Et ce sont des occasions qui sont rares. Alors, je n'ai pas aimé comment est-ce qu'on peut nous limiter. C'est comme j'avais dit, sous d'autres cieux, le budget est traité ou bien débattu selon les secteurs. Aujourd'hui, par exemple, on parle de l'EPSP, demain on parle de santé. Ça peut prendre 2 semaines, 3 semaines. Mais pourquoi pas chez nous ici? Alors, j'étais là en train de déplorer ça. J'ai soumis. Dommage que bon, quand on a soumis ça au vote, la majorité n'a pas voulu et on nous parle d'aller à la commission. Voilà que maintenant, là, ils sont maintenant tombés dans ces bains-là et les débats continuent jusqu'à maintenant. En un mot, le budget, nous cherchons à ce que la population puisse sentir qu'il y a un changement dans la vie quotidienne. C'est ça. Et c'est quoi? Moi, je suis un élu du territoire de Kungu dans le sud d'Ubangi. J'aimerais voir, ou ma base aimerait voir, qu'il y a des routes qui sont construites, en commençant par les routes de recettes agricoles. Nous avons des écoles dans l'état de développement la plus totale. Il y a des histoires là-bas. Alors on entend par budget la réalisation, donc la résolution, donc la solution, la remède aux besoins de ce qui est là comme désidérata de la population. En un mot, c'est ça. Tout ce qu'on peut dire ici, si demain, ça va encore, ça sera encore. Parce que ça paraît comme si nous venions ici pour voter quelque chose qui après seront donc, jetés dans les oubliettes, dans les tiroirs. Alors ça, ce n'est pas normal. Donc nous déplorons cela. Nous voulons que ce que nous votons ici, que ça soit réellement réalisé et ça sera bon. Que ce soit autant de milliards. On a voté l'année passée, c'était à des chiffres, 10 milliards, 800, presque 11 milliards. Qu'est-ce qu'il y a à faire? Même si on donne la raison de la Covid. Mais aujourd'hui, on nous parle d'un budget à un seul chiffre. Bon, on va voir ce que ça va donner, mais déjà, ça nous donne un peu des espoirs, mais bon, on va essayer de voir ce que ça va donner. Le budget qu'on est en train de nous présenter
ne représente pas la taille de notre pays, qui a la dimension d'un sous-continent, avec les besoins sociaux de base énormes. Mais est-ce qu'on peut dire que ça peut répondre? Je dirais oui. Ça doit répondre s'il y a l'utilisation rationnelle de ces paix-là qui tombent dans le compte du trésor et qu'on utilise ça rationnellement. On donne des priorités, tant soit peu, ça peut répondre. Parce que pour faire 1000 km, il faut commencer par un pas. Mais dommage que vous avez suivi le rapport sur le projet de loi de la réduction des comptes, vous l'avez dit. Mais quand on dit que vous avez droit à 10 000 $, par exemple, parce que cette loi, c'est une loi d'autorisation de mobiliser les recettes et puis d'utiliser le même recette. On vous donne l'autorisation de dépenser 10 000 $, mais vous consommez 50 000 $. Là, ça sacrifie les besoins sociaux de base de la population. Et demain, on va dire oui, le peuple d'abord, oui, c'est la population. Mais quand vous consommez plus que ce qui a été prévu, vous êtes en train de grignoter sur les crédits d'investissement. Vous êtes en train de faire des projets qui vous intéressent. Exception faite de l'Assemblée du Parlement, vous l'avez dit, vous avez suivi les rapports. Le Parlement est sorti normal par rapport au crédit accordé. Ça, c'est l'exercice 2019. Mais le reste, il faut qu'il y ait une utilisation rationnelle de paix. Dans une famille, vous ne mobilisez pas trop. Mais pourquoi vous voulez consommer plus que ce que vous mobilisez? En d'autres termes, vous allez utiliser le paix destiné aux autres enfants. C'est ce que le pouvoir en place est en train de faire. C'est ce qu'ils ont en train de... Parce qu'on a des preuves. Tenez, on va nous construire des sautes-moutons ailleurs, à gauche, à droite. Est-ce que les 80 millions de Congolais, on a besoin de ça? Là où les soins médicaux ne sont pas assurés, là où on parle de la gratuité aujourd'hui, mais c'est la médiocrité, je peux vous dire. C'est la médiocrité de l'enseignement. Oui, c'est bon de prononcer la gratuité. Et la qualité, c'est où? Et donc, pour moi, la priorité, c'est d'abord les investissements. Parce que nous ne pouvons pas être un pays de consommateurs et non des producteurs. Oui, mais parce qu'un collègue député par motion d'ordre a sollicité qu'on doit rester pendant presque un mois ici pour en débattre. Or, il nous reste, pour cette session, il nous reste pratiquement 31 jours. Mais quand lui, il dit qu'on doit accorder la parole à tous les 500 députés, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça parce que le travail ici, c'est des grandes lignes. Mais le détail, on va verser le travail au niveau de la commission ECOFIN. Et tout député a le droit de participer dans cette commission ECOFIN. Donc ça ne sert à rien de nous distraire pour dire que moi j'ai été syndicaliste à gauche, à droite. Ce n'est pas le syndicalisme qu'on doit appliquer ici. C'est ainsi que nous avons rejeté cette motion d'ordre qui n'avait pas son vrai sens. Oui, ce que je peux retenir par rapport à l'examen, à la plénière consacrée à l'examen de la loi des finances exercice 2021, c'est que j'ai trouvé là-bas, c'est que c'est tout simplement du formalisme, hein, donc que j'ai trouvé là-bas. Donc il a suffi tout simplement que les premiers ministres, le chef du gouvernement élaborent un texte hein, donc sous forme du budget et venir présenter ça aux élus du peuple. Mais
les congrès, vraiment, donc je n'ai pas vu. Parce que j'ai l'expérience avec la loi des finances 2020, dont vraiment la réalisation vraiment n'est pas vraiment significative. Je n'ai pas vraiment une garantie à donner à notre peuple qu'en tout cas il y a un travail vraiment qui reflète vraiment, donc qui peut vraiment donner l'espoir vraiment à notre peuple non plus. En tout cas, je suis en train de, peut-être avec le travail que le président de la République est en train de faire, c'est que nous pouvons peut-être espérer quelque chose, mais pour le moment avec les gouvernements de la coalition FCC cache vraiment, il n'y a pas d'espoir. Et d'ailleurs le chef de l'État était sérieux vraiment de le témoigner à la population. Pour dire qu'ils ne veulent pas de la coalition. Si on ne veut pas de la coalition, la solution que nous avons envisagée nous, c'est d'organiser des élections anticipées. Et donc, étant donné que les élections, c'est une affaire de souveraineté, nous en avons fait en tout cas une affaire de souveraineté dans notre pays, il faudrait que le gouvernement mette de l'argent à côté pour qu'à tout moment, que les gens le voudront, qu'on aille aux élections pour que l'on sache qui a été légitime par le peuple congolais. Il n'appartient pas à un individu ou à un groupe d'individus de déclarer un autre groupe légitime ou illégitime. Donc nous avons été tous élus en 2018. S'il y a un problème dans la coalition, nous devons aller aux élections et le gouvernement doit disposer des moyens pour nous permettre de partir devant le peuple et lui demander son scrutin pour qu'on sache ce suffrage plutôt pour savoir qui le peuple veut voir diriger le pays, soit au niveau de l'Assemblée nationale, soit au niveau de la présidence de la République ou dans toutes les institutions de la nation congolaise. Élection générale anticipée, parce que nous sommes tous sortis de la même moule. Nous sommes élus tous les mêmes jours en 2018 et dans les mêmes circonstances. Si on considère qu'il y a une certaine illégitimité qui entache un groupe, notamment les députés nationaux, on peut en conclure également que le président de la République n'est pas légitime. Nous n'en sommes pas là, nous le considérons comme légitime et lui, nous lui demandons de nous considérer comme ayant été élus par le peuple autant que lui et que nous puissions tous passer les 5 ans pour lesquels le peuple nous a élus et demander le suffrage du peuple en 2023. Mais s'il ne le veut pas, alors allons immédiatement aux élections et que le peuple nous départage. Ce qui doit être pris en compte, c'est le budget d'investissement qui consiste à développer nos provinces, nos bases. Le président Félix, quand il est venu au pouvoir, il a dit qu'il voudrait donner la chance au développement à partir de la base. Alors il n'est pas bon pour nous de voir que le budget qui est là, le projet de budget qui est là, ne tient pas compte des entités territoriales décentralisées. Donc à l'intérieur du pays, quand nous avions examiné ces budgets-là, nous nous sommes rendus compte que rien n'a été pris en compte par rapport à nos territoires, par rapport à nos secteurs, par rapport à nos groupements. Voilà pourquoi nous sollicitons du gouvernement la prise en compte de nos entités territoriales décentralisées. Et j'ai déploré le fait que ces budgets, comme celui de l'année 2020, n'a pas pris non plus à compte la construction et la modernisation de l'aéroport national de Lodja. Comment voulez-vous que cet aéroport, qui est un aéroport national, au milieu de la République, ne soit pas construit, ne soit pas équipé? Cette histoire nous a vraiment dérangé, au point que ça nous a obligés de poser la question au Premier ministre. Qu'est-ce que nous avons encore déploré? Nous avons déploré que chez nous, il n'a pas été prévu la construction d'une centrale hydroélectrique. Pourquoi est-ce que notre territoire, notre province est toujours oubliée dans les budgets, dans les différents budgets de l'État qui défilent à l'Assemblée nationale? Qu'est-ce qui est à la base de tout ça? Voilà pourquoi nous sommes intervenus pour demander au Premier ministre qu'à la mesure du possible, qu'il essaie de voir comment tenir compte de notre circonscription électorale quant à la construction de l'aéroport national de Lodja, quant à la construction de la centrale hydroélectrique, à la construction également des routes, parce que chez nous,
Il n'y a même pas un mètre de route carrossable. Donc ce sont là des questions que nous avions posées au Premier ministre pour savoir s'il a pris en compte ou pas, voir qu'est-ce que nous pouvons faire pour l'avenir. De prime abord, je tenais à vous dire que nous avons eu à fustiger la façon ou la procédure du travail. Nous aurions aimé le travailler, le élaborer et disons le vérifier avec tous les sérieux possibles. C'est-à-dire qu'il fallait que ça prenne une semaine, il fallait que ça nous prenne une semaine. Nous donner juste quelques heures, 1 heure du temps ou 2 heures de travail. Nous trouvons que le temps matériel qu'on a eu à nous donner pour travailler sur ce projet de loi n'a pas été suffisant. Puisque nous avons eu à constater qu'il y avait plusieurs failles. Vous savez, c'est un projet de loi qui a été taillé, qui a été travaillé sur base du projet de loi financière rectificative. Or, le projet de loi financière, des finances rectificatives, n'a jamais été adopté au sein de l'Assemblée. Nous l'avions proclamé recevable. Il était transféré au niveau de la commission ECOFIN pour que nos amis de l'ECOFIN puissent finaliser le travail et venir le faire adopter au niveau de l'Assemblée. Or, cette loi n'a jamais été adoptée. Mais quand nous voyons le projet de loi des finances 2021, nous voyons que c'est la copie du projet de loi rectificatif. Donc, vous savez, quand on n'a pas eu à adopter le projet de loi rectificatif, il nous a été difficile, de travailler dans la précipitation de ce projet de loi. Vous avez vu que nous avons eu à poser plusieurs problèmes qui concernent par exemple la rémunération. Dans plusieurs domaines, plusieurs ministères ont une probabilité le montant relatif à la rémunération des travailleurs. Mais nous ne connaissons pas les effectifs des travailleurs. Presque dans tout ministère, que ce soit dans la fonction publique, que ce soit à la présidence, on ne nous donne pas. Et nous nous posons la question de savoir pourquoi on ne parvient pas à nous communiquer, à inscrire les effectifs. Vous savez, la rémunération, c'est une des rubriques qui vous consomme beaucoup d'argent, mais quand on ne parvient pas à justifier les effectifs, là il y a un sous roche. Alors il y a quelque chose qui se cache et c'est de là où provient aussi le problème d'effectifs. C'est-à-dire c'est un problème qui risque de ne pas finir puisqu'on ne parvient pas à nous communiquer les effectifs réels des personnels qui prestent dans tous les ministères. C'est-à-dire au sein de ce projet de loi, normalement, du fait qu'il y a des failles dans l'élaboration, normalement, c'est un projet de loi qui devait rentrer au niveau du gouvernement pour qu'on puisse encore le retravailler afin de nous donner un travail très bien cousu. Il y a eu aussi quelques cas qu'on a eu à relever quand vous voyez le secteur enseignement. Donc dans ce projet de loi, il n'y a pas du sérieux en matière de l'enseignement. Donc il n'y a rien qui est prévu pour nos enfants, pour les étudiants qui terminent les études, parce que certes ils sont en train de payer leurs frais étudiantins, mais à la fin de leurs études, qu'est-ce que le gouvernement entrevoit? Il n'y a rien qui est prévu. Il n'y a rien qui est prévu. Nous avons relevé le cas des travailleurs qui œuvrent dans les entreprises publiques de l'État, telles que la GECAMIN, la SNCC, où l'actuel Premier ministre a eu à laisser, tel qu'à la SNCC, plusieurs agents travailleurs appelés à la retraite. Mais il n'y a aucune politique d'encadrement, aucune politique d'accompagnement. C'est-à-dire c'est un projet de loi qui risque d'être adopté, voté, du fait que nous avons une majorité, d'où est provenu le Premier ministre, et qui risque peut-être de nous faire pousser à l'adopter. Mais néanmoins, j'aurais voulu à ce qu'on puisse y mettre beaucoup de sérieux afin que nous puissions produire une loi financière qui pourrait satisfaire plus d'un Congolais. De tout à l'heure en vue d'améliorer ce taux. Ainsi, dans le budget 2021, le taux de la pression fiscale qui s'est situé à 6,7%
dans le budget rectificatif 2020 est passé à 8,1% et devrait atteindre 11,5% en 2020 et 13,9% en 2023. Cette projection de l'évolution positive de la pression fiscale se justifie par les efforts de mobilisation des recettes par le gouvernement. Mais il va de soi qu'en temps de crise, la règle est qu'on n'augmente pas les impôts parce qu'il faut sauvegarder le pouvoir d'achat des plus démunis. Cependant, c'est pourquoi, en cette période caractérisée par les effets néfastes de la pandémie à Covid-19, il est difficile de relever le taux de pression fiscale afin de ne pas décourager notamment les peu d'opérateurs économiques qui tiennent encore des activités dans notre pays. Honorable Président de l'Assemblée nationale, honorables membres du Bureau, honorables députés nationaux élus légitimes du peuple congolais, s'agissant de l'ONIP, il y a lieu de noter que des crédits de l'ordre de 3,5 milliards ont été alloués à cet effet afin de lui permettre de fonctionner au minimum et d'acquérir les équipements susceptibles d'atteindre tant soit peu les objectifs lui fixés au cours de l'exercice 2021, c'est-à-dire identifier la population. En marge du rôle de l'UNIP, un financement de la Banque africaine de développement de l'ordre de 30,4 milliards de francs congolais est prévu en faveur de l'Institut national des statistiques pour le recensement scientifique de la population. S'agissant du secteur des infrastructures, principalement routières, la réalisation des différents ouvrages prévus au budget 2020 ont souffert de la restriction budgétaire due aux effets collatéraux de la pandémie de Covid-19. Néanmoins, les différents projets routiers financés par les bailleurs de fonds multilatéraux, la BAD et la Banque mondiale, continuent à être exécutés. Il y a lieu de signaler que la Covid-19 a même contraint certains partenaires techniques et financiers à réduire sensiblement leurs interventions dans le secteur. Par ailleurs, en ce qui concerne les travaux de saut de mouton ou ceux du programme de 100 jours de manière générale, votre gouvernement les a bel et bien dans le projet de loi de finances 2020 en cours d'exécution. Seulement, il faut noter l'apparition de travaux complémentaires qui n'étaient pas prévus dans les contrats qui étaient signés au départ. C'est ce qui entraîne le retard dans la finalisation de ce travaux du programme de 100 jours. Il y a la question de l'engagement du gouvernement dans le secteur productif qui a été également soulevée, c'est-à-dire l'agriculture, la pêche et l'élevage, ainsi que le développement rural, qui est un secteur complémentaire à ces deux secteurs. Je voudrais vous rassurer que le gouvernement est conscient de la redynamisation de ces secteurs dans le contexte actuel
de la pandémie, le gouvernement poursuit le programme volontariste agricole et a lancé le programme de réhabilitation et d'entretien permanent de routes de desserte agricole par cantonnage manuel afin de désenclaver les bassins de production et permettre l'évacuation de produits agricoles vers les centres de consommation. Cette activité est en cours d'exécution dans certaines provinces et va s'étendre d'ici la fin de l'année à l'ensemble des 26 provinces de notre pays. La gratuité, en ce qui concerne la gratuité de l'enseignement de base, la poursuite de sa mise en œuvre nécessite des moyens conséquents. Dès septembre 2019, nous avions procédé au réajustement des salaires des enseignants et des frais de fonctionnement des écoles primaires. Nous avons pu assurer la prise en charge à partir du mois de janvier de l'année en cours de plus de 132 000 enseignants non payés. Près de 200 000 enseignants ont été mécanisés, 58 735 enseignants nouvelle unité sont pris en charge depuis le mois d'octobre dernier. La gratuité de l'enseignement de base demeure une réforme importante qui a permis de mettre ou remettre sur le chemin de l'école plus de 4 millions de nos enfants. Par son ampleur, cette réforme exige beaucoup de ressources et de moyens en termes de construction des écoles et de leur équipement. Les défis demeurent la stabilisation de l'enveloppe salariale, la poursuite du processus de rapprochement des écoles de leurs bureaux gestionnaires et du renforcement des tournées inspectorales. Par cette réforme, le gouvernement de la République exprime sa volonté de soutenir l'éducation de nos enfants. La gratuité s'est effectuée sur fonds propres, sans apport extérieur jusqu'ici. L'accession du gouvernement a permis de sauver de justesse l'année scolaire 2019-2020. Honorable Président de l'Assemblée nationale, honorables membres du Bureau, honorables députés nationaux élus légitimes du peuple congolais, en ce qui concerne la rétrocession aux provinces et la Caisse nationale de péréquation, le gouvernement est résolument engagé à honorer cet engagement constitutionnellement relatif au transfert de ressources aux provinces. Il ne s'agit pas de rétrocession a posteriori, mais plutôt de réaliser en amont la retenue à la source comme le prévoit notre Constitution pour assurer le développement harmonieux de l'ensemble de nos 26 provinces. À ce jour, cette dépense a été liquidée jusqu'au mois de novembre en cours. Le ministre des Finances a été instruit d'assurer la programmation des arriérés en termes d'ordonnancement et de paiement. Par ailleurs, le gouvernement entend mettre tout en œuvre pour que la Caisse nationale de péréquation puisse disposer de 10% de la totalité des recettes à caractère national revenant à l'État. L'objectif étant d'assurer
les financements de projets et programmes d'investissement public dans les provinces les moins bien loties, de sorte à assurer la solidarité nationale et corriger les déséquilibres de développement entre les provinces et entre les autres entités territoriales décentralisées. Nous prenons l'engagement au cours de l'exercice 2021 de respecter cet engagement. De nombreuses interventions reviennent sur la gestion par votre gouvernement de la crise sanitaire de la Covid-19. Comme vous le savez, cette crise sanitaire a paralysé dès le début de l'année l'économie mondiale, avec des incidences directes sur la situation socio-économique de notre pays à partir de mars 2020. Dès la découverte au mois de mars 2020 des premiers malades de la Covid-19 dans notre pays, tous les observateurs, toutes les opinions nous ont prédit l'écroulement de notre système sanitaire et l'hécatombe pour notre peuple. Fort de l'expérience de la prise en charge des différentes épidémies, des différents épisodes de l'épidémie d'Ebola, fort de l'expertise nationale, le gouvernement de la République a tout de suite réagi en mettant en place une stratégie globale dans le cadre du comité sectoriel de la riposte à la Covid-19. Ce n'est certainement plus le moment de revenir sur les détails des interventions du gouvernement. Dans le même hémicycle, nous avons déjà décliné les grandes lignes de cette stratégie qui a permis, en fin de compte, à notre pays d'assurer le contrôle de la pandémie depuis l'apparition du premier cas importé à ce jour. Aujourd'hui, nous sommes conscients de la survenance de la deuxième vague en Europe et dans une certaine partie d'autres pays, ce qui risque d'impacter sur notre pays dans la mesure où les cas de malades Covid-19 sont pour l'essentiel des cas importés. Conscient du danger, j'ai réuni le 3 mars dernier le comité multisectoriel de la riposte à la Covid-19 pour envisager la stratégie globale à mettre en œuvre. Les premières mesures ont déjà été prises, notamment le test obligatoire pour tout voyageur provenant de l'étranger et c'est de l'aéroport. Conformément à la loi minière, le Fonds minier pour les générations futures, FOMIN, a été créé pour financer la recherche géologique dont les résultats ont un impact pour les générations futures et en partie les investissements des infrastructures durables dans le temps. Un établissement public dénommé FOMIN a été créé par décret depuis novembre 2019. Selon l'esprit du décret, le FOMIN a pour mission de collecter le fonds et faire les suivis des travaux à financer, lesquels travaux sont approuvés par le gouvernement. En ce qui concerne l'eau et l'électricité,
il y a l'alerte qui a été donnée tout à l'heure sur la rupture de la fourniture en eau et électricité dans notre pays. Je dois dire qu'il y a au cours de la semaine de cette semaine, j'ai réuni par 2 fois les ministres d'État, ministres des Ressources hydrauliques et électricité, ainsi que les DG de la SNEL et de la Régie des eaux. J'étais assisté par le vice-premier ministre, ministre du Budget, ainsi que le ministre des Finances, parce que nous avions eu nous-mêmes cette alerte qui avait été beaucoup développée dans les réseaux sociaux notamment. Dans ce cadre, on a pris en fait les décisions de pouvoir payer aussi bien à la Régie des eaux qu'à la SNEL ce que le gouvernement leur devait, notamment en ce qui concerne la consommation en eau et en électricité par les instances officielles. Dans ce cadre, nous avons déjà payé 1 500 000 $ pour chacune des sociétés. Dans la suite, nous avons pris la décision de payer au cours de la semaine qui vient 2 500 000 $ à la SNEL et à la Régie des eaux, à chacun des 2 sociétés, et il nous restera dans la suite de payer 3 500 000 $ à la Régie des eaux et 4 500 000 $ à la SNEL avant la fin de cette année, ce qui devrait permettre à ces 2 entreprises de pouvoir résoudre les problèmes partiellement aux problèmes auxquels ils sont confrontés aujourd'hui. Honorable Président de l'Assemblée nationale, honorables membres du Bureau, honorables députés nationaux élus légitimes du peuple congolais, j'aimerais, en guise de conclusion, vous réitérer mes remerciements, vous être livrés avec une sincérité exemplaire à cet exercice républicain jusqu'à tard dans la nuit. Je vous demande donc à l'unanimité de recevoir ce projet de loi de finances pour l'exercice 2021, l'examiner objectivement, l'adopter avec diligence afin de le transmettre au Sénat, afin de parachever son processus législatif jusqu'à sa promulgation par le Président de la République, chef de l'État. Je voudrais vous rassurer qu'au cours de la semaine qui commence lundi, je vais vous transmettre la note des réponses que je viens de lire ici, que je n'ai pas pu vous donner, parce qu'on va l'arranger et vous le transmettre en ordre, tout en m'excusant peut-être de n'avoir pas abordé peut-être un certain nombre de questions qui ont été soulevées, mais que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Nous vous remercions, Monsieur le Premier ministre, pour vos réponses.
Chers collègues, par ces réponses, le débat général sur le projet de loi sous examen est clos. Dès lors, je vais inviter mes estimés collègues réunis en assemblée plénière afin de se prononcer quant à la recevabilité de ce projet de loi. Qui sont pour la recevabilité du projet de loi, veuillez le manifester clairement. Qui sont contre? Qui s'abstiennent? Au vu du résultat du vote, l'Assemblée plénière déclare recevable le projet de loi des finances de l'exercice 2021. Nous l'envoyons pour examen à la Commission économique, financière et de contrôle budgétaire. Nous accordons un délai de 15 jours à la Commission en vue de réaliser le travail qui lui a été confié et d'en déposer le rapport au bureau de l'Assemblée nationale. Merci pour votre fidélité, très chers fidèles téléspectateurs de votre magazine d'information Top 243 News pour ce vendredi 13 novembre 2020 à Kinshasa. Vous avez suivi à l'Assemblée nationale comment le Premier ministre a défendu le projet du budget 2021. Pour ce nouveau numéro de votre magazine, restez connectés. Mais avant de nous quitter, abonnez-vous massivement sur notre chaîne YouTube Entrepreneuriat TV, mais également partagez nos liens avec vos proches. D'ici là, portez-vous bien. À nous revoir très bientôt.